Bonjour à tous, bonjour Rachid Madran. Bonjour. Vous êtes ministre, secrétaire d'État à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Secrétaire d'État à la région bruxelloise. Ministre à la Fédération Wallonie-Bruxelles, chargé notamment de l'aide à la jeunesse, des maisons de justice et de la promotion de Bruxelles. On va parler de tout ça en détail. Je voudrais d'abord évoquer la lutte contre le radicalisme. La Fédération Wallonie-Bruxelles a présenté un plan la semaine dernière. C'est sous la pression des événements ou le plan existait depuis longtemps ? Non, on travaillait depuis longtemps. D'ailleurs, j'avais invité déjà in tempore non suspecto Nadia Bouzard, qui est une spécialiste, Dounia Bouzard, qui est une spécialiste, une anthropologue qui travaille avec le ministre de l'Intérieur en France et qui avait mis en place tout un mécanisme pour détecter et déceler le radicalisme sur Internet. Et donc, on en avait déjà discuté avec une série de représentants du secteur. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Et bon, voilà, les événements nous ont finalement amené à accélérer le tempo. Est-ce que le politique a une réponse au phénomène de radicalisme et au phénomène de violence, ou est-ce que vous êtes condamné à subir un petit peu comme nous ? Non, il y a des réponses. Elles sont à la fois... on voit tout de suite, il y a des mesures répressives qui sont mises en place, et c'est important, la sécurité nationale. Et il y a aussi en amont tout le travail de prévention qui doit être fait. Moi, je dis toujours que pour fonctionner, il faut marcher sur deux pieds. Donc l'une sans l'autre, ce n'est pas possible. Et donc dans son rôle, la Fédération a mis en place ce plan radicalisme qui prévoit une série de mesures, notamment des formations au niveau des écoles, des formations au niveau des travailleurs de terrain. Enfin, on va y revenir. Une dernière question sur les mesures décidées par le fédéral. Donc, il y a eu 12 mesures présentées par le gouvernement fédéral. Votre parti, le Parti socialiste, n'est pas membre de la majorité au fédéral. Vous vivez bien avec l'idée qu'il y a des militaires dans les rues de Bruxelles qui sont amenés à faire du maintien de l'ordre ? Écoutez, moi, des militaires qui gardent des bâtiments, j'ai aucun souci avec ça. Ça avait déjà été évoqué il y a de nombreuses années. On est d'accord, parce qu'ici, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un enjeu national, c'est de la sécurité nationale, et donc il faut une union nationale là-dessus. Ce qui est important aussi, c'est que, je ne veux pas rentrer dans des polémiques, mais il ne faut pas que ce soit des postures, simplement, qu'on mette des militaires devant des bâtiments en se disant, voilà, le problème est réglé. Il faut aussi qu'on donne des moyens. Je pense par exemple aux services de police. On diminue fameusement les moyens des services de police, des services de renseignement. J'ai vu que les recrutements de la police, j'ai regardé avant de venir à combien on était sous la précédente législature. C'était à peu près 1400 engagements par an. Et j'ai vu le rapport de la Cour des comptes qui dit, ben voilà, ici on a mis les moyens que pour 800 engagements. Et donc, quelque part... le budget, budgétairement, un budget, c'est la traduction d'une volonté politique. Vous êtes en train de nous dire que c'est une posture de sécurité et ce ne sont pas des décisions de sécurité ? Il y aura l'ajustement budgétaire à un moment donné. On verra bien quelles sont les vraies positions des uns et des autres. Vous rejoignez Charles Piquet qui disait, par exemple, on ne doit pas laisser tomber les grandes villes. C'est impératif. Quand on ne met pas de moyens et on abandonne la politique fédérale des grandes villes, c'est une manière de dire on se décharge sur d'autres niveaux de pouvoir de ces politiques qui sont essentielles. On le voit d'ailleurs. C'est dans les quartiers, dans les rues que les choses se jouent. Alors, la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu'on appelait autrefois Communauté française, lance un réseau anti-radicalisme. Ça va faire quoi ? Ça va servir à quoi ? Alors l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir des politiques plus transversales entre les différentes administrations de la communauté française, de donner plus de cohérence à ce qui existe déjà. On a des numéros verts, on a des sites internet. Et alors, c'est aussi de faire en sorte et de permettre un meilleur échange d'expériences entre les différents départements qui font des choses. On touche les matières personnalisables. Et donc, c'est à la fois l'école, c'est les jeunes, c'est l'aide à la jeunesse. Et dans ces différents départements, on s'adresse à qui ? À finalement des jeunes qui sont les proies et les cibles potentielles. Donc on va échanger les bonnes pratiques, éditer des brochures, échanger des informations. Notamment former. La formation est évidemment essentielle. Vous savez, dans mes secteurs de l'aide à la jeunesse, on gère les AMO, accueil en milieu ouvert, l'aide en milieu ouvert. Ce sont toutes ces associations qui travaillent sur le terrain. Il faut aider les travailleurs à pouvoir déceler les indices de radicalisme chez des jeunes. Il faut à un moment donné travailler aussi sur tous ces processus de radicalisation. Il y a les IPPJ. Lorsqu'on a des jeunes en IPPJ, il faut que les travailleurs puissent déconstruire tout le discours désendoctriné quand ils sont endoctrinés. Et donc, pour ça, on a mis en place une série de mesures. Et donc, vous allez former l'ensemble des éducateurs, des intervenants dans l'aide en milieu ouvert, dans les IPPJ. Il y a des budgets pour ça ? Bien entendu, on n'a pas attendu. Quand on a fait le budget 2015, chacun dans ses budgets a des enveloppes qui sont consacrées à la formation. Et donc ça veut dire qu'on va encourager, excusez-moi, les éducateurs, par exemple, qui sont confrontés à un jeune qui tient des propos antisémites. Il y a ça tous les jours. On va désormais
corriger le jeune, l'éduquer, le sanctionner le cas échéant? L'idée, c'est d'avoir un éducateur relais dans chaque IPPJ et sur le terrain qui puisse déconstruire le discours. Parce que tout le processus de radicalisation, il faut le comprendre. Et donc, il faut leur donner de la formation et de l'information sur la culture et la religion musulmane. Il faut les aider à déceler le basculement. Vous savez, Dounia Bouzar expliquait, par exemple, que chez des jeunes, ça se fait très vite. En 2 mois, on peut basculer. Par exemple, des jeunes qui aimaient la musique, du jour au lendemain, ont arrêté la pratique d'un instrument. Donc ça, c'est un indice de radicalisation. C'est un des indices qui doit attirer l'attention des adultes sur le basculement possible. Je ne dis pas que c'est chez tous, mais en tout cas chez certains. Et puis, les aider aussi à déconstruire les arguments qui sont utilisés par les recruteurs. Parce que ce sont des proies faciles, ce sont des gosses qui arrivent dans nos IPPJ, abîmés, en grande difficulté, en grand danger. Et donc il faut que dans chaque IPPJ, en tout cas c'est ma volonté, on ait un éducateur relais qui suit ces formations. Et à terme, je veux que tout le monde puisse suivre cette formation. Comment est-ce qu'un éducateur peut être crédible auprès d'un jeune quand il est confronté à la parole d'un imam qui peut se revendiquer d'une démarche religieuse? Vous savez, même certains imams ne sont pas crédibles auprès de certains jeunes. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui... Mais donc ça veut dire, par exemple, vous allez travailler avec des imams dans les IPPJ, dans les AMO? Il faut des informations sur la dimension théologique. Il est important, pour comprendre les arguments des jeunes, de pouvoir leur répondre par d'autres arguments. Et donc, il va y avoir des formations qui seront faites. Et donc, on lance un appel à projet, là, pour le moment, et on va mettre en place ces formations. Ouais. Est-ce que vous avez déjà identifié des jeunes qui faisaient du radicalisme, du prosélytisme dans les IPPJ? Est-ce que ça existe déjà? Alors, pour être tout à fait clair et franc, aujourd'hui, il y a 240 places à peu près en IPPJ. Il y a 225 jeunes aujourd'hui qui sont placés en IPPJ. Et sur ces 225 jeunes, nous avons 2 jeunes qui sont en IPPJ, en centre fermé, pour des faits liés au radicalisme. Oui, ils font l'objet d'un traitement particulier. Est-ce que, comme pour les prisons où le fédéral a indiqué qu'ils allaient essayer de les isoler, vous veillez à ce qu'ils ne soient pas trop en contact avec d'autres jeunes? Bien entendu. Comme ministre de l'aide à la jeunesse, je suis confronté à la fois à la prévention, mais je suis aussi confronté à la gestion de jeunes, je l'ai dit, il y en a 2, qui sont en IPPJ. Donc j'ai demandé une attention particulière à l'égard de ces jeunes pour éviter le prosélytisme. Il ne faut pas les isoler? Et, si nécessaire, l'isolement. Je n'ai pas de problème avec ça, mais pour le moment, c'est absolument minoritaire. 2 sur 225, ça fait à peine 2%. Mais il y a une attention très très particulière, parce que je veux aussi, et mon rôle, c'est aussi de protéger la société et d'éviter le prosélytisme dans ces institutions. Alors, on va quitter un instant vos compétences, mais rester dans celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Est-ce qu'il faut un institut de formation pour les imams et imposer que les imams qui prêchent en Belgique soient passés par ce centre de formation? C'est nécessaire, c'est ce que mon collègue... On pourra le faire dans la législature. C'est la volonté, nous allons le faire, un institut de formation des cadres musulmans. Et par ailleurs, nous allons aussi mettre en place une émission concédée pour les musulmans. Parce que ce qui manque aujourd'hui dans la communauté musulmane... Donc ce sera à l'RTBF sur le service public? Sans doute. Ce qui manque aujourd'hui au niveau de la communauté musulmane et du monde musulman en Belgique pour le moment, c'est une parole qui soit une autorité morale, crédible, entendue, audible. Ça manque vraiment, puisque vous savez qu'il n'y a pas de clergé dans la religion musulmane. Il n'y a pas de hiérarchie. Et donc il faut construire une parole qui soit une parole morale. Et donc ça se fera par la télévision? Absolument. Et ça pourra contrer les prédicateurs par Internet? Et ça contrera les prédicateurs sur Internet. Ce sera un discours qui sera évidemment un discours qui respecte la démocratie, la liberté, l'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce qu'il faut des cours de citoyenneté à l'école? Est-ce qu'il faut des cours de citoyenneté à l'école? Impérativement. Ça doit être fait quand? Pour quel public? De quel âge à quel âge? Dans tous les réseaux? Pour moi, pour tous les réseaux. J'ai entendu Benoît Ludgen qui disait qu'il voulait l'élargir à l'enseignement libre. Je crois que c'est impératif. Vous savez... Joël Milquet disait que ce n'était pas possible pour des raisons de constitutionnalité. Mais j'ai entendu le président du parti qui avait l'air de dire qu'il le fallait. Ce qui est important à un moment donné, c'est que l'ensemble des enfants, quelle que soit la conception philosophique de leurs parents et les leurs, puissent se retrouver pour avoir une parole, pour échanger, discuter et avoir le même niveau d'information. Je crois que c'est indispensable. Alors, il nous reste 3 minutes. Je voudrais vous poser d'abord une question sur les maisons de justice. Vous avez fait le tour de toutes les maisons de justice de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous avez une bonne vision du secteur. Plus qu'une bonne vision du secteur, on a rencontré l'ensemble des représentants du secteur et surtout le passage au 1er janvier de cette compétence vers la Fédération qui a été transférée. Je dois vous avouer que le 31 à minuit, j'étais un peu fébrile. Tout s'est bien passé? Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Les choses se déroulent de manière la plus optimale possible. Et franchement, je suis content d'avoir cette matière parce que j'ai un personnel de grande qualité. Les maisons de justice, elles sont notamment compétentes pour les surveillances électroniques. Notamment. Denis Ducarme qui propose que les maris violents soient sur surveillance
électronique, c'est une bonne idée? Ouais, il n'a pas proposé que ça. Pour le moment, je l'entends beaucoup préconiser le bracelet électronique. Intellectuellement, je suis pour. La seule chose que vous devez savoir, c'est que chaque décision qui se prend au niveau fédéral et qui a un impact sur la fédération, il faudra la financer. Je veux dire, ce n'est pas la fédération qui va pouvoir financer seule les bracelets électroniques. Ça veut dire que les députés fédéraux ne peuvent pas voter des lois sans se préoccuper du financement derrière. Ils doivent en tout cas savoir que la Cour des comptes, à partir de 2016, va évaluer toutes les politiques supplémentaires qui seront mises en œuvre par le fédéral et qui concernent la fédération, et qu'il faudra en 2019 financer toutes ces missions supplémentaires qui ont été confiées avant la réforme de l'État. Alors, je voudrais qu'on prenne une minute pour évoquer vos compétences d'avant, quand vous étiez secrétaire d'État à la propreté publique, notamment en région bruxelloise. Fadi El Hanan, c'est une bonne ministre, celle qui vous a succédé? Je trouve qu'elle fait très très bien son travail. Ouais. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on revient en arrière sur la suppression du sac de 80 litres qu'on avait supprimé et finalement, tout d'un coup, hier soir, Fadi El Hanan... à l'époque de mon collègue Émir Kir. Donc avant vous. Oui. Et à l'époque, ça a été fait, je parle de mémoire, il me semble que c'était la charge de travail, c'était des questions d'ergonomie. Pour les éboueurs. Ouais. Moi, j'ai toujours défendu les travailleurs. Vous savez, ils marchent à peu près... Et la solidité des sacs aussi, parce que parfois... Oui, bien entendu. Ça, je l'avais contesté. Ouais. J'avais reconnu que la qualité des sacs était vraiment mauvaise. On avait pris les seuils minimaux. Ouais. Et donc, Fadi El Hanan qui change d'avis, c'est pas ce que Rachid et Émir ont fait, Fadi le défait? Je pense pas. Je pense que c'est peut-être lié aussi à la volonté de réorganiser les collectes. Ouais. Une dernière question. Vous êtes chargé de la promotion de Bruxelles aujourd'hui au sein de la Fédération de Bruxelles. Ça va? Il est utile de jouer le bruxellois quand on est face à Rudy Demotte et Jean-Claude Marcourt? Écoutez, on met en place en tout cas les dispositifs. Je veux dire que mes collègues sont très ouverts sur cette question puisqu'on a mis des moyens. Et moi, je travaille en totale harmonie et en collaboration avec mon collègue et ami Rudy Vervoort. Et c'est avec lui, évidemment, qu'on est en train de mettre en place tout le dispositif. Ouais. Est-ce que les Wallons, ils sont toujours réceptifs aux intérêts des Bruxellois, au gouvernement de la Fédération? Écoutez, c'est le fruit de la 6e réforme de l'État. Je pense qu'on a aussi une vision de Bruxelles. On considère la Wallonie. Il y a aussi la Wallonie, il y a Liège, il y a la Wallonie-Picarde. Chacun défend sa région et c'est bien légitime. Il y a l'Ardenne. Et moi, je suis le Bruxellois qui défend et qui est le garant des intérêts des Bruxellois à la Fédération. Merci Rachid Malran d'avoir été l'invité de l'interview. Bonne suite d'attention à l'écoute des programmes de Télé Bruxelles.